Voilà. Bonjour à vos auditeurs canadiens et bonsoir aux autres. Voilà, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation afin d'essayer de nous éclairer sur cette situation, cette nouvelle situation en Syrie. Alors, avant cela, Monsieur Luc Michel, je vais juste un petit peu vous représenter, je dis représenter parce qu'on sait que vous avez, on a déjà eu l'opportunité, la chance de vous avoir ici sur nos antennes. Alors donc Luc Michel, vous êtes dans un premier temps, je ne sais pas si je vais le faire dans l'ordre, vous êtes un expert consultant donc en géopolitique, particulièrement vous spécialisez dans les idéologies arabes. Et vous êtes entre autres président de EOD, donc Eurasian Observatory for Democracy and Election, si je ne m'abuse, corrigez-moi. Qui est un think tank installé à Bruxelles, oui. À Kishinev en Moldavie et à Moscou et Sochi en Russie, avec une branche africaine d'ailleurs dont la délégation est à Yaoundé au Cameroun. Oui. Luc Michel, vous êtes également leader et fondateur des Syria, c'est-à-dire les committees Syria Committees, voilà. Ce qui est d'ailleurs raison pour laquelle nous avons tenu à vous avoir en ondes aujourd'hui. Vous êtes rentré depuis le 15 juin dernier d'un voyage d'une semaine à Damas via Beyrouth, une mission organisée par le Centre d'analyse géopolitique CGA. Est-ce que je me trompe ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, à l'invitation donc du gouvernement et du Parlement syrien, vous avez été avec des cadres belges, polonais, roumains, des Syriens vivant en Europe. Donc, c'était vraiment un voyage en groupe. Qu'est-ce que vous... Et nous avons été aussi rejoints pendant un peu plus de 48 heures par une délégation du Parlement flamand, donc qui est un des parlements régionaux du système fédéral belge, qui était représenté par son vice-président et le président de sa commission des affaires étrangères, et on y reviendra. Il venait spécialement pour le dossier des djihadistes belges, donc des jeunes égarés qui combattent aux côtés de l'ASL et d'Al-Qaïda en Syrie. Voilà, merci donc pour toutes ces précisions, Monsieur Luc Michel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, première question, avant que je lui pose, bien entendu, plus en profondeur avec vous sur les sujets. Première question, Monsieur Luc Michel, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Quelle est la situation actuelle en Syrie? Je vais vous dire une chose, il y a des sujets sur lesquels on parle, qu'on peut parfaitement connaître, mais il y a aussi des sujets que l'on vit. Nous sommes arrivés à Damas par Beyrouth. Il y avait une tension très importante. Les premiers instants, vous avez une ville, une très grande ville puisqu'elle fait presque 5 millions d'habitants, qui vit normalement, les commerces marchent, il y a d'énormes embouteillages, les terrasses des cafés et des restaurants sont pleines. Et puis, brutalement, éclate la sale guerre qui est menée par les djihadistes et par l'OTAN, c'est-à-dire que Damas est secoué quasi quotidiennement par des attentats suicides. Nous avons découvert notre premier attentat le 11 au matin. Nous venions de découvrir la ville. Nous sommes allés, parce que nous voulions voir, nous sommes allés voir. C'était deux attentats suicides, donc des gens avec une ceinture d'explosifs, qui s'étaient fait sauter dans un poste, non pas de police comme les médias de l'OTAN l'ont dit, mais dans un bureau d'immatriculation pour les véhicules. Il y avait 14 morts, il y avait 31 blessés, une rue commerçante à moitié détruite, des véhicules frappés. J'ai malheureusement déjà vécu la guerre, je l'ai vécu au Zaïre, je l'ai vécu, vous savez qu'il y a 2 ans, j'ai organisé une conférence internationale sous les bombes de l'OTAN à Tripoli, mais là, la guerre est horrible, mais on reste dans une guerre militaire. Lorsqu'une bombe d'avion, lorsqu'un bombardement détruit un quartier, tout est écrasé. Ici, c'est tout à fait autre chose. On arrive, j'ai filmé, je vais bientôt publier les documents et les photos, notamment sur Internet et Facebook. On arrive dans un bureau, il y a une odeur de sang, d'explosifs.
de déchets de chair humaine. Il y a partout des petits morceaux qui pendent. Ce sont des débris de chair des deux djihadistes qui se sont fait sauter. Il y a du sang partout sur les murs. Il y a des gens qui pleurent. C'est tout à fait autre chose que la guerre. C'est une sale guerre. C'est une guerre que ne veulent pas voir les dirigeants occidentaux, en particulier les dirigeants de l'Union européenne. Et c'est ça que vivent tous les jours, pas seulement les habitants de Damas, les habitants d'Alep, les habitants de Homs et d'autres villes, et qui explique pourquoi le gouvernement de Bachar el-Assad bénéficie d'un soutien de plus en plus important au sein de la population. Alors, Monsieur Luc Michel, comme vous l'avez sans doute lu, en tout cas, il nous revient à travers la presse que l'aviation du gouvernement syrien a bombardé samedi, probablement que vous étiez déjà parti, Djobar, un quartier contrôlé par les rebelles, vers le centre de Damas. Est-ce que l'armée syrienne a l'habitude de bombarder comme ça, en plein Damas? C'est tout à fait, il n'y a eu aucun bombardement. Actuellement, il n'y a plus de combat entre groupes armés dans Damas, c'est terminé depuis de nombreux mois. Il y a par contre des opérations de commando et de nettoyage qui se font principalement la nuit. C'est la seconde chose que vivent les habitants de Damas. Dans les banlieues et les villages autour, donc je rappelle que Damas est une ville de 5 millions d'habitants, on entend évidemment, on entend tirer et on entend des tirs de mortier. Le mortier étant l'arme faite pour ce type de combat parce qu'il ne détruit pas les autres habitations. Il n'y a pas eu de bombardement d'aviation ou autre. Il y a parfois l'utilisation d'hélicoptères et ce sont des opérations de nettoyage. Tous les soirs, on arrête des petits groupes armés qui sont restés dans la ville lors de l'assaut qui a eu lieu à 2 reprises il y a 6 et 10 mois. Et pourtant, c'est une information qui vient... Il n'y a pas du tout, on ne voit pas d'avion au-dessus de Damas. Moi, je n'en ai pas vu en une semaine. Et pourtant, Luc Michel, c'est une information qui vient de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Bon, vous voulez qu'on en parle. C'est quoi l'OSDH? Bon. D'après les médias de l'OTAN, ce serait un réseau de militants et d'observateurs et de médecins qui communiquerait avec la centrale de Londres. Bon, je vais déjà vous dire une chose, communiquer n'est pas évident, puisque les téléphones sont régulièrement coupés, et que Damas ne bénéficie plus, comme toute la Syrie, ne bénéficie plus de couverture satellite, puisque la Syrie a été expulsée de tous les programmes satellitaires arabes. Le directeur de l'OSDH, il s'appelle Abderrahman, c'est un ancien opposant syrien réfugié à Londres et qui a été pris en main par les services secrets britanniques, MI6 et MI5. Ce que je vous raconte là, vous pouvez dire, voilà, oui, mais Luc Michel, il a de la sympathie pour le régime de Damas. Non, c'est le New York Times qui explique ça. Tony Carlucci, qui est un journaliste du New York Times, a investigué là-dessus. Il est allé voir. En fait, Abderrahman est seul. Il le reconnaît. Il est installé dans la banlieue de Londres, sous la protection des services secrets britanniques. Le réseau, soi-disant, c'est un pur fantasme. Il n'existe pas. Et alors, la seconde chose, il est financé par un pays de l'Union européenne qu'il ne veut pas nommer, probablement la Grande-Bretagne, et toute la couverture médiatique anti-Bachar el-Assad depuis 2 ans est purement et simplement inventée par cette officine qui est une officine de propagande des services secrets britanniques. Les journalistes qui acceptent ça ne vérifient rien, ne contrôlent rien, ne bougent rien. On en reparlera d'ailleurs, puisque vous souhaitez qu'on parle du gaz sarin, on en parlera à propos des soi-disant révélations choc du journal Le Monde à Paris. Certainement. C'est la même technique. Certainement. Jolibeau. Oui, Luc Michel, vous avez rencontré plusieurs personnalités syriennes, notamment le Premier ministre Wael Nader Al-Alpi, le ministre des Affaires étrangères. Vous avez rencontré le grand moufti de la République, Ahmad Badreddine Hassoun, l'archevêque orthodoxe de Damas. Et vous avez touché du doigt certaines réalités, notamment dans les zones sous contrôle de l'armée régulière. Luc Michel, avez-vous le sentiment que la réalité sur le terrain correspond aux faits relayés par les médias occidentaux, justement?
Mais on exagère la dureté de la guerre, les pertes civiles sont exagérées, les pertes par contre, notamment des djihadistes, qui sont 80% au minimum des forces de l'ASL, donc ce sont des djihadistes notamment, du Front al-Nusra, etc., c'est Al-Qaïda en Syrie, elles sont sous-estimées. La plus grande partie du territoire syrien, à part la zone qui va de Homs à Alep, à la frontière turque, est revenue sous contrôle de Damas. La capitale est totalement sécurisée et sous contrôle. Il y a des checkpoints partout. La population, évidemment, soutient ça. L'armée syrienne fait un travail très important de nettoyage. Et il y a eu un élément déterminant qui a changé la nature de la guerre. Ce n'est pas du tout, comme le raconte l'OSDH, ou M. Fabius, l'utilisation de gaz de combat, ou autre bilvesé. C'est simplement que l'armée a été doublée par une structure civile qu'on appelle les comités populaires. Ce sont des milices de quartier qui protègent, sécurisent, défendent et nettoient strictement leur zone de résidence. L'armée étant libre, elle, pour aller reprendre les bastions de l'ASL, c'est ce qui s'est passé à Kousser notamment. Ça, c'est la grande donnée qui a changé la nation de la guerre. D'accord. Alors, pour vous, même ces défections massives qu'on annonce dans les rangs de l'armée, où ce gaz sarin dont feraient usage les hommes de Bachar el-Assad sont fausses alors? Bah écoutez, on va parler des défections tout d'abord. Les défections, elles représentent quoi? Elles représentent moins de 100 généraux et officiers supérieurs sur près de 2500. Qui est parti? Ce sont notamment des généraux qui étaient liés au monde affairiste, comme la fameuse famille des Tellas, hein, dont le père était un compagnon de Bachar al-Assad, et le fils un compagnon d'études et un compagnon d'enfance, c'est Manaf Talas, qui a comploté contre lui et qui maintenant est la carte de réserve de la diplomatie américaine. Ces gens sont partis. Il y a eu, si vous voulez, une épuration de la direction militaire et politique, et elle explique aussi les succès sur le terrain. Je vais aussi vous dire, bon, ce n'est pas uniquement mon analyse ou ce que je raconte. Vous avez monsieur Francis Balanche, qui est un chercheur du CNRS français, c'est le spécialiste de la Syrie, c'est l'analyse qu'il a fait il y a une dizaine de jours au journal Le Temps. Je l'ai publié en extrait sur le site notamment des Syria Committees, www.syria-committees.org. Que dit Balanche? Il dit que le régime s'est renforcé en s'épurant. Ce qui est logique, puisque dans toute structure centralisée, c'est une constante de l'organisation. Maintenant, venons-en à la question du gaz sarin. La réponse, elle va être double. Je vais tout d'abord vous citer M. Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe. Oui. Il a très bien expliqué pourquoi voulez-vous que des gaz de combat soient utilisés alors que l'armée est en train de l'emporter sur le terrain à un point tel que les Occidentaux s'apprêtent à livrer des armes aux djihadistes. Ça, c'est la première chose. La question de l'utilisation du gaz, maintenant. Moi, j'ai posé directement la question, quand j'ai été reçu, au ministre de l'Information, Omar Malzoubi. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, mettons les pieds dans le plat. Que pensez-vous du reportage du Monde? Et je lui ai précisé que ce qui m'intéressait n'était pas, je dirais, le clinquant du reportage, mais les faits, ce qu'on appelle les données factuelles. Vous savez que je suis également juriste, moi je juge sur pièce. Je lui ai donc posé 3 questions. Je lui ai demandé, la première, est-ce que ces journalistes ont été enregistrés en Syrie? Ils m'ont dit ils sont totalement inconnus. Je lui ai posé alors une sous-question. Est-ce qu'il est possible qu'ils soient rentrés clandestinement par Alep? Il est impossible à des journalistes de venir d'Alep
à Damas à cause de l'organisation, comme je l'ai expliqué, de ces checkpoints. Les checkpoints, c'est quoi? Dans Damas, tous les grands carrefours, sur la route, tous les kilomètres, on arrête, on regarde dans les voitures, on contrôle les passeports et on contrôle particulièrement les Occidentaux. Bon, ça, donc, c'est la première question des journalistes. Vous noterez que les journalistes du Monde ne disent pas quand ils sont allés en Syrie ou autre. La seconde chose, ma deuxième question a été simple. Ils prétendent que les soi-disant échantillons, vous noterez que recueillir des échantillons sans savoir d'où ils viennent et les faire examiner dans les laboratoires de l'armée française, ça n'a aucune valeur probante, puisque le gaz a pu être livré par l'ASL, ça je vais y revenir ensuite, qui fabrique des gaz de combat. Et la seconde chose, les laboratoires évidemment de l'armée française sont partis au conflit, puisque les forces spéciales françaises sont déjà engagées à l'intérieur de la Syrie en encadrement non pas seulement de l'ASL, mais des katibas djihadistes. À Kousser, un des chefs d'Al-Nusra est mort dans les combats et on a arrêté autour de lui plusieurs dizaines d'officiers des forces spéciales belges, néerlandaises, françaises, qataris et turcs. Ceci s'est attesté par un député libanais, ancien ministre, qui s'appelle Hassem Kanso. Il a déclaré ceci à un journal libanais il y a une dizaine de jours. Donc, voilà pour les conditions. J'ai demandé au ministre question suivante, donc, y a-t-il eu des combats importants correspondant aux photos du Monde? Si vous allez voir le photoreportage du Monde, où on a fait, selon moi, poser des figurants avec des masques à gaz, vous verrez des maisons détruites, vous verrez des trous d'obus. Il n'y a rien de cela dans le centre de Damas. Oui. D'après ces journalistes, les combats et l'usage de gaz auraient eu lieu à quelques centaines de mètres du quartier de la grande mosquée des Omeyyades, qui est le cœur du vieux Damas. Il n'y a jamais eu de combat là-bas, c'est tout à fait faux. La dernière question que j'ai posée, c'est est-ce qu'il est techniquement possible d'utiliser des gaz de combat sarin dans la vieille ville de Damas? Vous connaissez les villes arabes, ce sont des petites rues, des souks. C'est bien entendu impossible. Oui. Alors... Dernière donnée factuelle, vous verrez, parce que moi j'ai été voir le reportage du Monde, il a également été publié par le journal Le Temps à Genève, on montre des types en masque à gaz, les journalistes expliquent que la conséquence du gaz sarin c'est quoi? Ils ont difficile à respirer et ils ont les yeux qui pleurent. Non, le gaz sarin c'est simple, vous l'inhalez, vous êtes mort dans l'heure qui suit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au mieux, on décrit des gens, mais ça se passe aussi comme ça à Paris ou à la place Taksim à Istanbul ce jour-là, ce sont des gens qui ont subi des tirs de gaz lacrymogène. Oui. Pas du gaz sarin, évidemment. Oui. Et le ministre a terminé, parce que c'est un homme qui a de l'humour, il m'a dit, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ce sont des menteurs, et il m'a dit, ils peuvent filmer Mireille Mathieu et nous dire que c'est Edith Piaf, c'est un double mensonge. Tout le monde a ri, évidemment, mais factuellement, le Monde, évidemment, ne correspond à aucune déontologie journalistique. Mais en même temps, quand même, Monsieur Luc Michel, les services de renseignement américains ont eux aussi affirmé avoir des preuves convergentes attestant d'utilisation. Les preuves, ce sont celles des Français. Ce sont celles que M. Fabius a remis à l'administration d'Obama. C'est ça les preuves. Parlons franchement, c'est ça les preuves. Il n'y en a pas d'autres. Maintenant, moi je vais dans quelques jours, parce qu'il faut monter ce matériel, nous avons des documents vidéo du front Al-Nusra, donc Al-Qaïda en Irak, qui nous ont été remis par les autorités syriennes, où on voit les djihadistes qui sont membres de l'ASL. On y reviendra aussi là-dessus. Oui. Il n'y a pas d'un côté l'ASL et de l'autre côté les katibas djihadistes. C'est une seule organisation militaire. Je reviendrai sur ce sujet-là parce qu'il est important. Nous avons des films où on montre ces djihadistes avec des drapeaux d'Al-Nusra, en train de tester des gaz de combat
sur des animaux et qui meurt en quelques secondes et qui annonce que tous les Alouites vont être gazés. Les Alouites, c'est la minorité d'origine de la famille Assad. Absolument. Ça, c'est la réalité. Joli bon. Une dernière chose, si vous voulez bien, oui. parce qu'elle est importante. Vous savez qu'une mission d'enquête de l'ONU s'est rendue en Syrie. Cette mission d'enquête dit qu'il y a eu utilisation de gaz sarin, mais qu'elle ne s'est pas déterminée par quelle partie. Mais il y a à l'intérieur de cette délégation Madame Carla Del Ponte, c'est l'ancienne procureure générale du tribunal pénal pour la Yougoslavie, c'est une magistrate. Je ne sais pas si elle a des remords pour le sale travail qu'elle a fait en ex-Yougoslavie, mais Madame Del Ponte, lorsqu'elle se trouvait en Syrie, a déclaré, et elle a immédiatement après, on a étouffé sa voix, elle a déclaré qu'ils avaient les preuves de l'utilisation du gaz sarin, mais par des unités de l'ASL. Ce qui correspond aux documents qui m'ont été présentés par le gouvernement syrien. Joli beau. D'accord. La France, l'Angleterre et d'autres puissances occidentales ont décidé officiellement d'apporter une aide militaire aux rebelles de l'armée syrienne libre et on dit en même temps que ces armes ne tombent aux mains des radicaux de Al-Nusra. Alors selon vous, cet équilibrisme est-il réalisable? Bah écoutez, moi je vais vous dire une chose. Bon, les livraisons d'armes, elles ont lieu depuis 2 ans déjà. Il y a notamment eu un ordre exécutif, j'ai fait un article là-dessus au tout début de l'affaire syrienne. Il y a eu, je pense que c'est en juin ou juillet 2011, il y a eu un ordre exécutif secret, parce que l'Amérique c'est aussi ça. La plus grande démocratie du monde, elle fonctionne avec des services secrets qui agissent hors la loi. Il y a un ordre exécutif secret du président pour armer les rebelles. Les katibas djihadistes sont largement livrés en armes par la Turquie, par le Qatar, la Turquie qui est membre de l'OTAN, je vous le rappelle, qui fait le sale métier des autres. Il y a des gens des forces spéciales, certainement belges, néerlandaises, françaises et turques, qui se trouvent en Syrie. Il y en a qui sont détenus dans les prisons syriennes. Donc les armes sont là. Que voudraient faire maintenant en plus les Américains, c'est livrer des missiles on ne parle plus maintenant de Stinger, mais des missiles correspondant aux Stinger ou aux Igla-S russes, c'est-à-dire des missiles qui seraient capables d'abattre hélicoptères et avions de l'armée. Et pourtant, les États-Unis ont formellement démenti ça. Ils se sont contentés simplement de dire qu'ils fourniraient à la limite des armes légères. Écoutez, les Américains, comme tous les Occidentaux, pratiquent une politique de double langage et de mensonge depuis le début de la crise syrienne. Il faut savoir que la crise syrienne, moi j'ai été un des tout premiers à en parler. En février 2011, la crise syrienne, c'est pas une révolte populaire qui aurait mal tourné, qui se serait... Non, c'est un coup d'État organisé par des organismes spécialisés de l'OTAN et des États-Unis, comme les réseaux Otpor et Canvas, et qui n'ont pas marché parce que l'État syrien est un État solide et parce que la population n'a pas suivi. Ça ne veut pas dire, on va parler franchement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Syriens dans l'ASL, etc. Mais ils sont minoritaires, bien entendu. Il y a, vous savez, tout gouvernement s'est mécontent. Ça, vous ne savez pas l'empêcher, mais c'est un coup d'État, donc il y a une position totalement hypocrite, et moi je voudrais, c'est un argument, mais qui est simple, que penserait-on si par exemple le gouvernement de Bachar al-Assad ou de Poutine finançait mon organisation politique pour faire un coup d'État insurrectionnel à Bruxelles ou à Paris, si des militants politiques essayaient armés de s'emparer du Parlement, des centres de police, mais nous serions abattus immédiatement. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Mera en France. Il y a des groupes policiers spécialisés dans toute l'Union européenne, des groupes anti, vous seriez abattus. Et c'est normal. Un État se défend, ne peut pas tolérer ça, mais c'est ce qu'on aurait voulu que le président Assad tolère et fasse. Je dis beau.
D'accord. Alors, Kousser a donc été repris aux insurgés. Homs et Alep sont dans le viseur de l'armée régulière. Selon vous, l'armée régulière, dans la configuration actuelle des forces, est-elle capable de recouvrer l'intégrité territoriale de la Syrie? Bon, une précision tout d'abord. Homs est actuellement à 90% aux mains de l'armée de Bachar el-Assad. L'ASL, c'est-à-dire... c'est constaté sur le terrain. L'ASL contrôle encore un quartier, c'est reconnu même par l'OSDH qui hurle au secours tous les jours. À Homs, il contrôle encore un ou deux quartiers et il contrôle des villages autour. Vous devez savoir que ce qui est le plus difficile, évidemment, c'est le nettoyage des villages. Quand on parle de géopolitique ou de géostratégie, moi c'est toujours ce que je dis aux débutants, ce ne sont pas par les livres qu'il faut commencer, il faut commencer par les atlas géographiques. Il faut regarder les cartes et il faut regarder toute la frontière avec le Liban, une grande partie de la Syrie, autour de Damas, de Homs, etc., ce sont des montagnes. C'est-à-dire que ce sont des zones où la guérilla est facile et où le contrôle militaire ne l'est pas. Toute l'histoire de cette région, depuis 2 millénaires, s'explique d'ailleurs par les montagnes. Pourquoi y a-t-il autant de minorités religieuses, de sectes qui ont survécu, les Alouites par exemple, qui étaient une secte du chiisme au départ? Tout simplement parce que les montagnes permettaient d'échapper aux armées régulières, et c'est ce qui se passe encore maintenant. Ce qui a changé dans la technique de l'armée syrienne, de l'armée arabe syrienne, c'est que la première année du conflit, jusqu'en février ou mars d'ailleurs de cette année, je vais dire les 18 premiers mois, la technique était, pour limiter les pertes, de laisser s'échapper les djihadistes. On reprenait le contrôle d'une localité et ils allaient évidemment refaire un foyer terroriste dans la suivante ou dans une autre région. La nouvelle technique qui est employée par Bachar el-Assad, par son armée, c'est le ratissage. C'est-à-dire qu'on commence par prendre les villages autour d'une localité importante, on ferme les routes, il n'y a plus de possibilité d'échappement. Qu'est-ce qu'il reste? C'est la reddition ou la mort. Tous les jours, il faut aller suivre le bulletin de l'agence officielle SANA, qui donne les nouvelles de l'armée. Tous les jours, on donne les nouvelles de dizaines de cadres d'Al-Nusra qui sont tombés dans les combats. Et alors, vous devez savoir qu'il y a des centaines et des centaines de djihadistes dans les prisons, arrêtés. Ça, c'est ce qui a changé. La deuxième chose, et on revient au fameux comité populaire, c'est que lorsqu'un village est repris et est sécurisé, on organise une milice sur place, civile, une milice villageoise, qui contrôle, qui ne permet plus aux terroristes de revenir. Et ça vous explique, je ne sais pas si vous avez vu le massacre qui a eu lieu il y a 48 heures dans la région d'Alep. On a exécuté la population, 70 personnes, c'est-à-dire les familles et la milice populaire. C'est ce que l'AFP a osé appeler une nouvelle victoire de l'ASL. Donc on a exécuté des gens de sang-froid, c'est la milice qui gardait ce village. Et ils ont été attaqués par un raid très important de plusieurs centaines de militants de l'ASL. Nous avons reçu également, pas pour ce village mais pour d'autres, nous avons des vidéos prises par les djihadistes de massacres entiers de populations de villages comme cela. Tout simplement parce que vous savez que la guerre a changé aussi, mais les lois de la guerre vont changer avec l'invention des vidéos via les téléphones portables. Oui. Toutes ces atrocités sont filmées par les djihadistes. Lorsqu'ils sont arrêtés ou lorsqu'ils tombent au combat, l'armée, bien entendu, récupère. Les GSM sont systématiquement examinés et on commence à avoir des documents. Je ne vous cache pas qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour les visionner. Oui, mais Luc Michel... Nous avions des femmes dans notre mission.
ce qu'elles ont vu, l'attentat notamment du 11 juin, mais aussi ce qu'on a visionné, il y en a qui n'ont pas dormi pendant plusieurs nuits, hein, qui étaient traumatisés parce que c'est épouvantable. Vous voyez réellement des rivières de sang. Vous voyez des dizaines de gens, vous voyez des exécutions à l'arme blanche, des types qu'on décapite. Tout ça est dissimulé par les médias de l'OTAN, est dissimulé par les gouvernements européens, mais ça va être la tâche prioritaire de mes comités syriens, des Syria Committees, au cours des prochaines semaines. Nous allons mettre à la disposition du public européen ces documents. Luc Michel, pour aller dans le même sens que la question de Jolibo tout à l'heure, qui a mentionné donc la prise de Koussaïr, le ministre israélien de la Défense, ça prendre telle qu'elle est, déclarait que justement cette victoire n'était pas si importante, n'était pas nécessairement un tournant en faveur de Bachar al-Assad, dans la mesure où le gouvernement syrien ne contrôle qu'en quelque sorte que 40% en fait de sa population. Alors, est-ce que Koussaïr est un véritable tournant ou... Bon, moi je vais vous répondre très simplement. Il faut poser la question au porte-parole de l'armée israélienne. Si Koussaïr n'était pas importante, pourquoi des dizaines de membres des forces spéciales israéliennes sont-elles tombées au combat à l'intérieur de la bataille de Koussaïr, où elles appuyaient leurs pires ennemis, les djihadistes? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Koussaïr est une très grande bataille parce que c'est un centre, un rond-point stratégique. Koussaïr a sécurisé les liaisons entre Damas et le Liban, entre Damas et Latakia, qui est le centre du pays alaouite, mais vous allez comprendre tout de suite, près de Latakia est la grande base russe de Tartous, la grande base navale et militaire. Oui. Tout ça est sécurisé et suite à la défaite de Koussaïr, les gens de l'ASL ne savent plus s'approvisionner ou se réfugier au Liban. La frontière libanaise est sous contrôle du côté libanais des milices du Hezbollah et du côté syrien de l'armée syrienne libre. C'est un avantage stratégique décisif. Maintenant, la question de savoir ce que Bachar el-Assad contrôle de son territoire, on va reparler. Vous savez, j'ai un peu l'impression d'être venu au moment de la guerre de Libye. Et au moment de la guerre de Libye, on avait divisé la Libye en 3 provinces, ce qui était la situation en 1945, mais ce qu'elle n'était plus sous Kadhafi. Sous Kadhafi, il y avait 34 divisions administratives. Jusque la prise de Tripoli, les gens du CNT n'ont jamais contrôlé plus de 4 de ces divisions. On assiste à la même chose en Syrie. Là, qu'est-ce qui n'est plus sous contrôle de Bachar el-Assad pour le moment? C'est la zone qui va de la frontière turque à Alep. Alep est encore actuellement à plus de 60% sous contrôle de l'armée syrienne. Les bases militaires autour d'Alep sont encore aux mains de l'armée syrienne libre, et à Homs, c'est en voie de libération. Je dis bien de libération parce que il faut aller voir la TV syrienne. Moi, je me trouve en Syrie, nous avons regardé des choses qu'on ne voit jamais ici, pas des petits clips de 2-3 minutes, ce sont des heures de villages, de localités libérées, avec une population en liesse qui brandit des portraits de Bachar el-Assad. Vous savez simplement, ça c'est la grande différence au bout de 2 années de conflit. Il y a actuellement un sondage qui a été fait par les Russes, la chaîne de télévision Russia Today. Il y a eu une étude qui a été faite par la CIA et qui a été révélée par le New York Times. En cas d'élection présidentielle de candidature de Bachar el-Assad, ce qui sera probablement le cas, donc en 2014, 70% des Syriens voteront pour lui. Je ne sais pas où vous voyez, pas de contrôle de la population. Ça, c'est la réalité. Tout simplement parce que, moi j'ai parlé avec des Syriens. Vous savez, nous sommes, malgré les problèmes de sécurité, quand je vais en mission ou que ce soit, je ne me laisse jamais enfermer dans le cadre d'une mission officielle. Nous sommes donc, et les parlementaires belges aussi,
nos camarades polonais. Nous sommes à plusieurs reprises sortis en ville en petits groupes. La sécurité devenait folle d'ailleurs, parce qu'ils ne nous garantissaient pas. Nous n'avons jamais eu d'hostilité, ça c'est la première chose. La population de Damas, vous savez que moi je n'ai pas le type ouest-européen, on me prenait pour un russe, nous avions des dames roumaines qui ont aussi le type slave, les gens nous disaient dans la rue, Privet, merci, en pensant que nous étions russes, et j'ai parlé avec des gens un peu partout. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons une population qui n'est pas nécessairement bassiste, qui n'est pas nécessairement pour le régime, mais qui a compris une chose, c'est que le seul moyen d'avoir une Syrie libre, pluraliste, séculaire, telle qu'elle est actuellement, et unie, c'est Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est la clé du système. Vous savez qu'il y a d'ailleurs il y a des bruits qui courent qu'il y a des ordres des services secrets français et américains pour essayer de l'exécuter. Enfin, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises, c'est qu'ils ont essayé plus de 60 fois de tuer Fidel Castro. Joli beau. D'accord. Je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que selon vous, Bachar el-Assad est capable, avec l'état actuel de ses forces, de recouvrer l'intégrité territoriale de la Syrie? Et puis, sans l'intervention du Hezbollah, de Hassan Nasrallah, les troupes syriennes auraient-elles été capables d'amorcer la reconquête du terrain perdu? Oui. Bon, la question A, est-ce que Bachar el-Assad peut reconquérir? Oui. Parce que son armée a été modernisée et elle est équipée par la Russie, pas avec les fameux missiles, etc., mais elle a ses fournitures, elle a ses structures de combat, elle a perdu très peu de matériel jusque maintenant, elle est maintenant doublée par cette structure qui sont les comités de défense populaire, qui, soit dit en passant, sont copiés sur une structure de milice civile à Cuba. Ce sont notamment les comités populaires de défense populaire cubains qui ont empêché le débarquement de la guerre des cochons, de la baie des cochons en 1961. Donc l'armée est parfaitement capable. La question du Hezbollah maintenant. Le Hezbollah est intervenu non pas parce que l'armée syrienne avait besoin absolument de cette intervention, mais parce qu'il s'agissait de bloquer la frontière afin de ne plus permettre. Vous devez regarder sur une carte où se trouve Qousseir, c'est près de la frontière, pour ne plus permettre aux djihadistes de venir se réfugier au Liban. Maintenant, la voie du Liban est totalement coupée. Oui. Ça, c'est une chose. Oui. Maintenant qu'ont pu apporter le Hezbollah, il est certain qu'ils ont, évidemment, en matière de combat de rue, etc., ils ont une très grande expérience, puisqu'ils ont mené des combats très importants contre Israël, et on ne doit pas oublier qu'ils ont chassé Tsahal du Liban en 2006. Oui. On a quand même parlé de 200 000 soldats syriens à 50 000. Malgré ça, vous pensez que, comme Jolibeau le posait la question, Bachar al-Assad est quand même capable de recouvrer la totalité de son territoire? Oui, tout à fait, tout simplement parce que le problème est inverse. Ce sont les djihadistes qui ont de moins en moins de gens. Vous savez, il y a une notion en stratégie militaire, on appelle la guerre d'attrition. Qu'est-ce que c'est la guerre d'attrition? C'est détruire systématiquement la capacité de combat de l'adversaire. C'est ce que les Russes ont fait face à l'armée allemande en 1941, par exemple. Ce qui se passe actuellement, l'armée syrienne a changé ses techniques de combat. Elle s'est équipée, tous les soldats que j'ai rencontrés, des soldats, des officiers, ils sont équipés notamment de gilets pare-balles. Il y a évidemment, donc les blessures ne sont plus totalement mortelles. J'ai visité des hôpitaux militaires aussi. Ce n'est pas beau à voir, mais il y a moins de morts qu'avant. Et ils sont face à des djihadistes. Le but, c'est très simple. On bloque toutes les sorties possibles. Et à ce moment-là, ils ont le choix entre la reddition ou la mort au combat. Il y a, rien que dans la bataille de Qousseir, plus de 1200 djihadistes sont tombés. Vous devez savoir qu'on estime leur nombre à une vingtaine de mille. Une vingtaine de mille, vous dites? Dont 7000 venus de l'Union européenne. Très bien. Ça, je voudrais qu'on en reparle tout à l'heure. Très bien. Jolibeau?
D'accord. Alors, le 5 mai dernier, les avions de Tsahal, vous en parlez tout à l'heure, l'armée israélienne, donc, ont frappé les environs de Damas. Quel était le sens stratégique de cet acte? Quelle était la portée stratégique de cet acte? Officiellement, il s'agissait de frapper des approvisionnements pour le Hezbollah. Dans la pratique, ils ont frappé des casernes de la garde républicaine. Je pense qu'il s'agissait... Vous savez que pour le moment, j'ai expliqué dans un éditorial le mois passé, la guerre de Syrie, elle se passe sur 4 fronts. Il y a le front purement militaire, il y a le front du terrorisme, qui existe parce que justement l'ASL est en train de perdre la bataille militaire et donc il se tourne vers le terrorisme, ne pouvant plus mener les grands combats. Le 3e front, c'est le front des médias, c'est toute la sale guerre des médias de l'OTAN contre Bachar el-Assad, et le 4e front, c'est le front diplomatique. Le front diplomatique, pour le moment, il est fait de gestes symboliques de façon à impressionner toutes les parties en cause. Quand je dis toutes les parties, il y a l'OTAN, les États-Unis, Israël, les Turcs qui ont leur propre agenda, en plus de celui de l'OTAN, le Qatar, les Saoudiens, les Iraniens, les Russes et les Chinois. Tsahal a, je pense, voulu tester la résolution russe. Vous devez savoir que Netanyahou s'est rendu un peu après à Moscou et qu'il était très mal reçu par Poutine. Les commentateurs russes, bien informés, ceux qui ont l'oreille du Kremlin, ils ont tout simplement dit que le Kremlin avait mis en garde Netanyahou contre un second. Vous devez savoir qu'il y a eu un autre incident dont on a très peu parlé, il y a eu quelques articles. La marine israélienne dispose de sous-marins de poche de la classe Dolphin qui sont fournis par l'Allemagne fédérale, donc par Madame Merkel pour le moment. Vous devez savoir que le Bundestag vient de déclarer il y a quelques heures la cause israélienne indissoluble de celle de l'Allemagne et leur partenariat stratégique. Depuis plus de 30 ans maintenant, l'industrie militaire allemande fournit, équipe Tsahal. Que sont ces sous-marins de la classe Dolphin? Vous pouvez trouver des articles là-dessus sur mon site, sur le site des comités LAC, etc. Oui, on le rappellera tantôt à la fin. Ce sont de mini-sous-marins avec un équipage réduit d'une 20aine de personnes et qui peuvent embarquer des missiles. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que Israël, alors que l'on dénie à l'Iran, que l'on donne dénier à la Libye, à l'Irak ou à la Syrie le droit, ou à la Corée du Nord maintenant, le droit à l'armement atomique, Israël a, avec l'aide des Français, des Britanniques et des Américains, l'arme atomique depuis le milieu des années 60. Et là, on estime les têtes nucléaires des Israéliens actuellement de 300 à 600, et les missiles, les mini-sous-marins de la classe Dolphin, ne vous trompez pas, quand on dit mini-sous-marins, ça fait quand même une trentaine de mètres, savent embarquer des missiles et évidemment sont indétectables une fois qu'ils sont en plongée. Un de ces sous-marins aurait, je dis aurait parce que il n'y a pas évidemment de confirmation officielle, mais ça a été déclaré par des médias russes importants, donc il n'y a pas de raison d'en douter. Un de ces sous-marins a été coulé par une frégate russe en face de la base maritime de Tartous dans les eaux syriennes. Ça, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est la réponse de Poutine à Netanyahou. C'était ça la raison du raid. D'accord. Et ce raid, évidemment, une dernière chose, ce raid, c'est de la piraterie internationale. C'est un acte de guerre en violation de la charte de l'ONU. Imaginez-vous ce qui se passerait si l'aviation de Bachar el-Assad allait bombarder des casernes de Tsahal à Tel Aviv ou des casernes de l'armée turque à Ankara. C'est ça qu'il faut. Il faut réfléchir aux choses qui se passent. Les Occidentaux et les Israéliens sont hors de la loi internationale et sont hors du droit international. Jalibon. D'accord.
D'accord, je propose peut-être que nous rentrions en studio pour une petite pause avant de continuer avec le débordement du conflit au Liban et la dérive constitutionnelle. Si la technique nous permet, on peut respirer un peu, non? Absolument, donc nous allons rester à l'écoute, chers auditeurs, chères auditrices. Nous faisons une petite pause et on revient pour regarder les aspects de possibles dérives confessionnelles et débordements sur le Liban de la crise syrienne. Plateau de Sans Détour, Cameroun Voix à Montréal, il est 15h09. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec notre invité Luc Michel. Nous parlons donc de la situation, de l'évolution de la situation en Syrie. Et bien entendu, je co-anime cette émission avec Jolibo Koubé, à qui je laisse la parole pour la suite des questions. Jolibo. Oui, Luc Michel, on a observé ces dernières semaines des affrontements au Liban voisin de la Syrie, des affrontements entre anti et pro-Assad. Et ces affrontements se sont parfois déclinés en clash confessionnel entre chiites et sunnites. Alors selon vous, quelle est la part de religion dans ce conflit syrien et quel en est le risque de dérive confessionnelle? Mais là, vous avez malheureusement, vous tombez dans la grille d'explication occidentale, américaine, qui est une grille opérative. Il faut partir du départ, donc les Américains ont une théorie, c'est Huntington, c'est la fameuse guerre des civilisations, où le monde verrait s'opposer des aires de civilisation sur base des religions. Ce qu'on va appeler les néoconservateurs, les fameux néocons, ont développé cette théorie à partir d'une autre théorie israélienne qui date du milieu des années 90. Il y avait des théoriciens du Likoud qui préconisaient l'éclatement des États voisins d'Israël, dont le Liban et la Syrie, sur une base confessionnelle. Un État maronite, un État chrétien, un État chiite. Et évidemment, dans cette grille de développement, l'État juif qu'est Israël deviendrait légitime. Les néocons ont repris ça et ont développé une théorie opérative. Il y a notamment tout ce qu'on a appelé le Grand Moyen-Orient, etc., qui vise à l'éclatement des États. Lorsque on explique le conflit en Syrie par une dérive confessionnelle, etc., ce n'est pas exact. La première chose que je peux vous dire, c'est que tous mes interlocuteurs, à commencer par les autorités religieuses, j'ai rencontré le grand moufti de Syrie, qui est un philosophe et un humaniste. Vous savez, moi je ne suis pas croyant. Je viens d'une famille où on est athée depuis 5 générations. Je viens d'une famille socialiste. Nous avons parlé, la façon dont il a expliqué sa conception de l'islam, je pouvais y adhérer. Je lui ai dit, et nous étions d'accord. J'ai rencontré les autorités, donc, chrétiennes orthodoxes, mais vous devez savoir qu'il y a 6 autres églises chrétiennes en Syrie. Il y a donc un tas de minorités. Tous m'ont dit, le confessionnalisme, ce n'est pas la réalité syrienne, c'est ce qu'on voudrait faire de notre pays en le faisant éclater. Quelle est la réalité de la Syrie? Si vous écoutez les médias de l'OTAN, parce qu'il faut les appeler comme ça, ces journalistes reçoivent des instructions, travaillent sur ce qu'on appelle des éléments de langage. Allez voir la presse, ils reprennent tous les mêmes dépêches, les mêmes mots. Il y aurait une minorité alouite, on va y venir, qui contrôlerait toute la Syrie, toute l'armée syrienne, et qui serait chiite, et qui opprimerait, raison pour laquelle il serait en alliance avec l'Iran, et qui contrôlerait une majorité sunnite. Bon. Premier élément, les sunnites ne sont absolument pas tous contre Bachar el-Assad. Or, la classe des officiers, 80% de l'armée syrienne actuelle qui se bat contre le terrorisme pour Bachar el-Assad est sunnite. De grandes familles sunnites comme les fameux Talas faisaient partie des plus hauts cadres du régime. Il y a dans le cadre militaire des chrétiens. Le général qui a été tué lors du grand attentat il y a un an au centre de Damas,
qui dirigeait les services de renseignement était un chrétien. Il y a des populations chiites. Les fameux alouites, c'est une secte issue, il y a près de 1000 ans, du chiisme. Pour certaines autorités comme les Wahhabites, ils ne sont pas considérés comme des musulmans, mais ça n'en fait pas des populations chiites de type iranien. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi des druzes. Énormément d'officiers dans l'armée sont druzes, sont chrétiens. Pourquoi les minorités religieuses, donc je précise alouites, druzes, chrétiennes, arméniennes, il y a des Arméniens aussi, etc. Pourquoi ces minorités sont-elles surreprésentées dans la classe des officiers? Tout simplement parce qu'elles viennent des régions les plus pauvres de Syrie. Et lorsque il y a eu le mandat français sur la Syrie dans les années 20 et 30, les Français ont favorisé, pour des raisons politiques, parce que eux voulaient fractionner la Syrie, ils ont favorisé l'élévation sociale de ces minorités. Quelle était la possibilité pour ces gens de s'élever socialement? C'était notamment l'armée. Cela explique que lorsque le parti base syrien a pris le pouvoir en 1963, il y avait une part importante d'officiers alaouites dedans. Mais le régime n'est pas un régime alaouite, l'armée n'est pas une armée alaouite, c'est un État. Vous savez, moi je rentre de Damas, j'ai vu, je vais vous parler franchement, ce sont les réactions notamment des femmes de notre groupe, qui ne connaissaient pas. Nous voyons plus de femmes en gilbal ou en tchador dans les rues de Bruxelles ou de Paris que nous n'en avons vu dans les rues de Damas. Nous avons vu des femmes dévoilées, il y avait énormément, il faisait très chaud, il faisait 42 degrés, et il y avait énormément de filles en mini-robe. C'est une société libre, et vous devez savoir une deuxième chose, le bassisme syrien, on y viendra dans la dernière partie de votre émission, était particulièrement ouvert sur la laïcité, le sécularisme, etc. Depuis 1963, le sécularisme la laïcité a été favorisée, et il y a également une part de la population qui est agnostique et athée. Pour ne pas nous éloigner, Luc Michel, alors je vous posais la question de savoir, alors selon vous, donc les affrontements au Liban entre anti et pro-Assad n'ont rien de confessionnel, c'est ce que vous dites? Ils sont sur une base qui est une base politique. Vous devez savoir qu'au Liban, il y a le Hezbollah qui est un État dans l'État, qui est la seule des grandes milices libanaises des 20 dernières années qui a conservé son armement. Mais je vais vous donner un élément parce que il faut parler. Vous devez savoir, tous vos éditeurs qui me connaissent bien savent que je n'ai pas une sympathie particulière pour l'Iran ou le Hezbollah. Nous sommes maintenant, je vais dire, alliés objectifs pour employer une notion marxiste dans la crise syrienne, mais je ne représente pas les valeurs de ce secteur de la politique, bien au contraire. Au sein des milices du Hezbollah, il y a des chrétiens et il y a des sunnites qui ont fait le choix de la guerre contre Israël. Il n'y a plus que le Hezbollah qui combat Israël au Liban. Vous devez savoir qu'à Qousser, dans les brigades du Hezbollah qui ont été engagées, pour des raisons qui sont liées justement à la majorité sunnite en Syrie, le Hezbollah a engagé prioritairement ces éléments non chiites. Ça, vous ne le lisez dans aucun journal occidental. La dérive confessionnelle, c'est quoi? En fait, c'est ce que les Américains, parlons franchement, c'est ce que les Américains voudraient, et c'est ce que nous... Bon, il n'y a pas que moi qui dis ça. Toutes les autorités syriennes que j'ai rencontrées, j'en ai interviewé en vidéo, c'est le temps que tout ça soit monté d'ici quelques semaines, ils font tous mon analyse. Ils disent, nous n'avons rien à voir avec cette dérive confessionnelle. Ce qui est réel, c'est que deux États obscurantistes, qui sont l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui ne sont pas des démocraties, où il n'y a pas de parlement. États sunnites, au passage? Ce sont des États sunnites, d'où est issu le radicalisme wahhabite,
Le wahhabisme, c'est la version radicale. Le salafisme, c'est la version soft, si on peut dire, mais c'est la même idéologie, ça vient de là-bas. Ces gens ont lancé à l'assaut de la Libye et maintenant de la Syrie et du Yémen, ils ont lancé donc des obscurantistes qui sont des fanatiques religieux et qui, eux, tuent tout ce qui n'est pas fondamentaliste sunnite. Vous avez peut-être vu, parce que la TV commence, il y a quand même le mur du silence commence quand même à tomber. Tous les journalistes ne sont pas des prostituées médiatiques, heureusement. Vous avez vu ce pauvre petit garçon de 14 ans qui a été abattu après avoir été torturé. Près de Qousseir, justement, entre Qousseir et Alep. Oui, c'est une famille sunnite pratiquante. Il a été tué par des djihadistes. Pourquoi a-t-il été tué? C'est très simple. Il a été tué parce qu'il a fait une plaisanterie sur Mahomet. Oui, on parle de deux balles, une balle dans la bouche et une balle... Oui, mais avant il a été frappé de plus d'une centaine de coups de barre de fer. Jolibo. Il faut savoir. D'accord. Alors, Michel, des rumeurs font état de ce que les troupes du Hamas palestinien seraient prêtes à appuyer militairement les troupes de l'armée syrienne libre. Alors, comment expliquez-vous que sur le théâtre syrien, Hezbollah et Hamas combattent dans des camps opposés quand on sait qu'on les trouve souvent côte à côte face à l'ennemi israélien notamment? Bon, moi je vous dis franchement, il y a une réalité. Les troupes du Hamas combattent actuellement dans les rangs de l'armée syrienne libre. Au début de la crise syrienne, le Hamas a trahi son sponsor iranien, a été acheté littéralement par le Qatar qui a déversé des centaines de millions de dollars sur la bande de Gaza, permettant de maintenir la domination, et le Hamas actuellement est du côté de l'ASL, du Qatar, etc. La direction, le soi-disant premier ministre de la bande du Hamas dans la bande de Gaza, puisque vous savez que c'est un pouvoir illégitime, a lui-même déclaré que c'était faux et qu'il ne soutenait pas la victoire du régime de Bachar el-Assad. Donc il n'y a pas... C'est une non-question, ceci. Le problème de la guerre de Syrie, puisque c'est une guerre maintenant, mais il s'est passé la même chose en Libye avant, c'est que il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a énormément de gens qui n'ont pas ni la culture ni la formation pour analyser correctement les événements et courent des bruits, des inventions, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début de la crise libyenne, il y avait eu des informations qui ont été publiées notamment par le réseau Voltaire, suivant lequel Kadhafi faisait appel à des mercenaires israéliens. Cela était à l'époque inventé dans des officines du Moyen-Orient. Vous avez notamment une source très importante de désinformation, mais qui malheureusement est reprise par beaucoup de gens pro-Assad, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la fameuse agence de presse israélienne Debka. Debka, c'est quoi? C'est Tsahal. Voilà. Donc il y a des bruits qui courent, il y a des fausses informations, il y a des gens qui reprennent de l'information sans la vérifier. Vous savez qu'il y a quelques mois, on avait parlé de Assad exécuté par son garde du corps iranien et des choses pareilles. La Syrie a les meilleurs services de sécurité du Moyen-Orient. Vous comprenez bien que la vie du président, elle est aux mains de la sécurité syrienne, pas de garde du corps iranien. D'accord. Alors, une dernière question avant de rentrer dans la phase purement géopolitique de cette entrevue. Quelle est vous avez dit que la probabilité que Bachar el-Assad gagne ce conflit est grande. Et s'il se maintenait au pouvoir, quelle pourrait être la configuration des forces politiques et militaires dans la Syrie post-conflit? Bon, la première chose à savoir, c'est que l'analyse Bachar a de fortes chances de gagner. Elle est faite pas que par moi, mais par tous les analystes sérieux. Le fameux professeur Francis Balanche, qui est anti-Assad, quand il parle d'Assad, il parle du dictateur, mais il dit Assad a gagné les cœurs et les esprits.
Vous savez que c'est la clé de la guerre contre-insurrectionnelle. Il dit les exactions des djihadistes ont retourné la population, c'est réel aussi. La CIA donne Bachar el-Assad gagnant. Lorsque je me trouvais à Beyrouth, il y avait notamment une conférence, donc dimanche passé, il y avait une conférence de presse qui était donnée par des experts de la Carnegie Foundation. Donc, c'est un think tank américain proche du Pentagone, et eux aussi donnent Bachar el-Assad gagnant. Ça, c'est la première chose. La configuration politique, maintenant, vous devez savoir qu'elle a déjà été mise en place l'année passée. L'été passé, Bachar el-Assad, qui est un homme intelligent, on oublie que c'est un médecin. Je pense quand même ce n'est pas une brute, ce n'est pas un sauvage, c'est un homme intelligent, cultivé, universitaire. Bachar el-Assad a tiré les leçons. Il sait que l'ancienne État parti du Baas n'a plus de possibilités. Une première remarque à propos du régime syrien avant l'été passé, il ne s'agissait pas d'une dictature de parti unique. Il y a toujours eu, depuis 1963, une vie politique multipartie en Syrie, et le Baas était associé au pouvoir, au gouvernement et au Parlement, qui s'appelle l'Assemblée nationale, était associé à 5 autres partis politiques, communistes nassériens et socialistes, dans ce qu'on appelle le Front National Progressiste. En juillet passé, il y a eu des élections en Syrie, dont tout le monde s'est moqué, qui ont été les premières élections pluralistes. La disposition de la Constitution qui faisait du Baas le dirigeant automatique de l'État a été annulée. Il existe actuellement, issu de ces élections, vous devez savoir, j'ai été reçu au Parlement, j'ai été reçu par l'entièreté des membres de la Commission des Affaires étrangères. Au Parlement syrien actuellement sont représentés 9 partis. Il y a notamment une opposition, mais qui n'est pas la SL, qui est ce qu'on appelle l'opposition patriotique. Patriotique parce qu'elle dit, ce n'est pas avec la guerre civile que nous allons résoudre, nous résoudrons par la négociation. C'est cette fameuse opposition que les Américains, l'OTAN, la France ne veut pas voir dans la conférence de Genève. Bon, c'est notamment au sein de cette opposition, il y a des partis kurdes. Bon, donc, il y a une vie politique, il y a des partis d'opposition, il y a 9 partis politiques représentés, il y a un gouvernement d'union nationale, et il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que dans ce gouvernement d'union nationale est représenté un parti de cette opposition qui a accepté de jouer le jeu. C'est un des 3 partis communistes syriens, il y en a 3, pour des raisons idéologiques, comme ça existe en Belgique. En Belgique, à un moment donné, il y avait 7 partis communistes. Oui, tout à fait. Il en est resté 3. Et il y a notamment, ils ont un poste de vice-président. Ils ont le ministère des Affaires étrangères. C'est M. Quadri. Il a fait ses études à Moscou et c'est lui qui tient les contacts avec Moscou. Il a la confiance des Russes. Donc il y a une vie politique. Comment les Syriens de l'intérieur, comment les membres du Parlement que nous avons rencontrés voient-ils l'avenir? C'est très simple. Nettoyage des villes, aucune discussion avec les terroristes. Ça, c'est quelque chose qui doit être su. Oui. La seconde chose, c'est ils sont ouverts sans aucune exclusive à discuter, mais avec toutes les parties en présence. Cela veut dire avec une représentation de l'Iran, ce qui est normal puisqu'elle est partie au conflit, et avec une représentation de cette opposition patriotique représentée au Parlement syrien. Oui. Avec, bien entendu, le gouvernement de Bachar el-Assad. Un accord, et alors c'est ce que m'ont dit tous les Syriens, ce sont les urnes qui décideront. La prochaine élection du président en 2014 sera une élection pluraliste, puisque l'article qui faisait que le président devait être choisi au sein du Baas a été annulé. Oui. Bachar el-Assad sera candidat, il l'a annoncé. C'est les Syriens qui décideront de leur président. Et, seconde chose,
tout accord de pacification avec qui que ce soit sera soumis à référendum populaire. Voilà. Ça, c'est la solution, c'est l'appel au peuple. Bien. Sur ce plateau de Sans détour, nous sommes donc avec notre invité Luc Michel, avec moi Jolibo Koubé. Voilà, donc nous entrons, chers auditeurs, chères auditrices, dans l'autre partie, une des parties que nous avons proposées dès le début, c'est d'explorer, de regarder avec Luc Michel la crise syrienne sous son aspect, sous son angle un petit peu géopolitique, c'est-à-dire l'implication des différents acteurs hors Syrie. Ils sont nombreux. Vous aurez l'occasion donc d'en entendre parler. Alors, Jolibo, je vous laisse peut-être la première question pour Luc Michel. Oui, Luc Michel, comprendre l'importance de la Syrie, la place de la Syrie dans le géopolitique du Grand Moyen-Orient est important. Est-ce qu'avec vous, on peut avoir une idée là-dessus, c'est-à-dire la place de la Syrie dans le Grand Moyen-Orient, dans le jeu politique du Grand Moyen-Orient? La Syrie tient une place centrale. Elle la tient d'autant plus que son grand rival, qui était aussi un État bassiste, l'Irak, est en voie de somalisation. C'est en Syrie qu'est né le nationalisme arabe. C'est en Syrie qu'est né le mouvement d'émancipation arabe. Et c'est la Syrie qui a animé une grande partie de ce qu'on a appelé notamment à un moment donné le front du refus, c'est-à-dire la lutte contre Israël. Il est capital pour les Israéliens, évidemment, que la Syrie soit déstabilisée ou détruite en tant qu'État. Les projets américains au Moyen-Orient passent aussi par la destruction de la Syrie. Je voudrais premièrement que vos auditeurs comprennent bien pourquoi le jeu géopolitique est très complexe dans cette région. C'est parce qu'il y a des agendas qui ne sont pas les mêmes, y compris entre les partenaires alliés. Là, il y a un agenda général, c'est celui des États-Unis. Les États-Unis sont un peu les distributeurs de cartes, si vous voulez. Eux ont un projet qui ne concerne pas seulement, ils parlent du Grand Moyen-Orient, mais c'est un projet qui concerne aussi l'Afrique et l'Eurasie, c'est empêcher l'émergence d'une grande puissance continentale, unifiant l'Union européenne et la Russie, et contrôlant la Méditerranée. Comment empêcher cette émergence? En commençant par, c'est des notions de géopolitique, en commençant par déstabiliser l'anneau d'État, en géopolitique on parle de Rimland, l'anneau d'État qui entoure justement l'Eurasie et les contours de la Méditerranée. C'est justement le Grand Moyen-Orient, et que les Américains ont étendu très loin, puisqu'ils vont jusqu'en Asie centrale, aux frontières de la Chine, et puisqu'ils vont maintenant jusqu'au Sahel avec l'Afrique. Le projet américain, c'est quoi? Il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est que l'Amérique, ce n'est pas, contrairement à ce que vous pouvez lire chez certains analystes, ce n'est pas une puissance qui joue sa dernière carte, qui est sur le déclin, etc. C'est une grande puissance qui a la conscience de ses faiblesses et qui y remédie constamment. L'Amérique sait qu'elle n'a plus les moyens économiques de la domination militaire pure. Ça doit être nuancé par quelque chose, c'est que ceux qui ont parlé du déclin économique de l'Amérique basaient cette vision sur l'économie du pétrole. Mais vous devez savoir que le pétrole est en train d'être remplacé par le gaz de schiste. Le gaz de schiste, le principal producteur, ce seront malheureusement les États-Unis. Ils seront autonomes au niveau énergétique entre 2018 et 2020 et ils ont des réserves pour 150 ans. Bon, parler d'une Amérique en train de couler, etc., ça, ce sont des fantasmes, ce sont notamment les fantasmes de la propagande iranienne. Les Russes, eux, l'ont bien compris. Bon, l'Amérique a néanmoins une idée qui est très simple. Si nous ne pouvons plus dominer totalement militairement, il faut dominer en divisant.
Il faut faire éclater les États sur lesquels nous voulons, c'est-à-dire tout ce Rimland, tous ces États qui vont du Maroc jusqu'au Turkménistan, jusqu'au Mali et à la Centrafrique. Il faut les faire éclater en petits États confessionnels. Il faut faire ce qu'on a appelé la somalisation. La Somalie, ça a été le laboratoire de cette technique. Vous savez qu'à la fin des années 80, la Somalie était le grand État de la Corne de l'Afrique. C'était un État puissant, c'était la dictature du maréchal Siad Barre, allié de Moscou. Ils étaient extrêmement puissants, c'était un État développé qui construisait une économie. Et puis, Moscou s'effondrant, ses États clients se sont effondrés. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la Somalie? La Somalie a éclaté en 4 États. C'est un État, ce qu'on appelle un État failli, comme il y a des faillites commerciales. Il y a des seigneurs de la guerre. AQMI, ce qui est devenu AQMI, s'est développé à partir de milices islamiques, les fameux Shebab, justement en Somalie, et la Somalie a été ce que j'appelle le laboratoire de la division. Donc ça, c'est le plan américain dit du Grand Moyen-Orient. À l'intérieur de ce plan, il y a une deuxième vision géopolitique qui est ce qu'on appelle le croissant chiite. Alors, le croissant chiite, il faut faire très attention parce que ça représente deux notions bien différentes. Il y a une vision qui est une vision, je dirais, médiatique et superficielle. Elle a été développée par le petit roi de Jordanie en 2004, si j'ai bon souvenir. Il s'agissait donc d'une alliance entre l'Iran, la Syrie qui serait soi-disant chiite, les populations chiites du Liban et qui descendraient jusqu'au Bahreïn. Mais c'est pas ça du tout le croissant chiite. Et cette vision serait, selon le petit roi de Jordanie, la grande menace pour les intérêts américains et pour les États arabes conservateurs. Mais le croissant chiite, ce n'est absolument pas ça. C'est une théorie géopolitique américaine. Elle a été développée et promue par un personnage qui est méconnu mais qui est très important, c'est l'ambassadeur Khalidza, c'est l'ancien ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, c'est un Afghan naturalisé américain, oui. Il est lui-même d'origine chiite. Il s'agit de créer une diagonale de population chiite qui divise durablement le Moyen-Orient sunnite. Mais, dans la vision de Khalidza, justement, il faut faire éclater la Syrie et il faut faire éclater le Liban. Resterait alors un État alouite. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse qu'il y aurait un projet de Bachar el-Assad pour faire un État alouite, etc. C'est de la propagande occidentale, c'est une vision occidentale. Il y aurait alors une continuité Iran, parti chiite alouite de la Syrie éclatée, parti chiite du Liban éclaté et Bahreïn. Voilà, ça c'est la réalité. La destruction de la Syrie est donc la clé de ce croissant chiite. Ça c'est quelque chose qu'on ne souligne pas. Khalidza n'a jamais été désavoué et il fait partie de cette école américaine qui souhaite s'entendre avec l'Iran, qui ont notamment, au moment de l'Iran Gate et des choses comme ça, soutenu l'Iran dans la guerre contre l'Irak de Saddam Hussein. Ça, c'est la vision américaine. Oui, Jolibo. D'accord. Quand on vous entend donc développer, on se rend compte que... et quelle serait donc la position d'Israël dans ce sillage du remodèlement américain, de la grande... eh bien, viens. Sur cette grille générale eurasiatique américaine viennent se greffer des agendas régionaux. Il y a l'agenda, bien entendu, israélien. Quel est l'intérêt, je vous l'ai dit, d'Israël? Ce sont des théories du Likoud des années 1900
95-1996, c'est de faire éclater le Liban, la Syrie, l'Irak en petits États monoconfessionnels qui légitimeraient idéologiquement Israël et qui laisseraient évidemment, vous devez savoir qu'Israël est un petit État, mais c'est une superpuissance militaire. C'est notamment actuellement la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient. L'Iran n'a pas la bombe atomique. L'Iran à qui on fait tant de reproches, l'Iran n'a aucune arme atomique. Donc c'est Israël qui serait le gagnant. Deuxième agenda qui vient se greffer là-dessus, c'est celui de l'Arabie saoudite. C'est exporter le wahhabisme. Troisième agenda, c'est celui du Qatar. Vous devez savoir que Qataris et Saoudiens se détestent parce qu'ils sont rivaux. Le Qatar est un micro-État mais très riche et l'émir du Qatar est pris de la folie des grandeurs. Dernier agenda, les deux derniers agendas qui viennent se greffer là-dessus, il y a l'agenda des islamistes turcs. Vous devez savoir que jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Erdogan et des islamistes de l'AKP, l'orientation idéologique et géopolitique de la Turquie depuis Mustafa Kemal, depuis Atatürk, était l'orientation vers l'Europe. Ils ont été très mal reçus. Vous savez qu'ils sont candidats à l'Europe depuis des gens qui sont déjà rentrés. Ils ont été humiliés. La montée politique de l'AKP est venue en partie de cette humiliation. Que sont les islamistes de l'AKP? Ce sont les ennemis de ce qu'est Atatürk. C'est ce qu'on appelle des néo-ottomans. Ils voudraient reconstituer une sphère d'influence géopolitique ottomane en tournant le dos en Europe et vers le monde arabe. À ça viennent s'ajouter des intérêts économiques. J'ai été reçu notamment par le ministre des Affaires étrangères et par le Premier ministre Halakli. Lui nous a bien expliqué ce que représente la guerre économique de la Turquie. En fait, la Turquie s'est attaquée à la région d'Alep, l'a pillée. Vous devez savoir que des centaines d'usines, machines, etc. ont été démontées et volées par les djihadistes et vendues à des Turcs. Et la Turquie, en fait, a détruit les industries syriennes qui commençaient à lui faire concurrence, notamment dans le domaine du ciment. Les Américains sont très intéressés par ce néo-ottomanisme parce que, évidemment, il empêcherait la Grande Europe et il créerait un pôle d'influence pro-américain et islamiste au Moyen-Orient. Dernier agenda, c'est celui de l'Iran. L'Iran est une très grande puissance de plus de 70 millions d'habitants. Elle est au bord du fait de devenir une puissance nucléaire. L'Iran a des ambitions régionales. Elle veut devenir une grande puissance régionale. Comment le fait-elle? Elle le fait en étant important dans tous les pays limitrophes. Elle le fait de deux manières. En Syrie, par exemple, elle est l'adversaire des Occidentaux parce que la survie du régime syrien est capitale pour l'Iran. De quelle façon? Oui, mais tout simplement parce que la Syrie assure la liaison, justement, avec le Hezbollah au Liban. La liaison territoriale, les livraisons d'armes, les livraisons de financement, et parce que l'Iran a déjà des problèmes sur ses autres frontières. Prenez une carte, il faut toujours raisonner sur carte. Vous verrez que les voisins de l'Iran, il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak, il y a la Syrie, sont des pays en guerre. Donc l'Iran n'a pas besoin de ça. Donc là-bas, la survie du régime syrien est très importante. Mais dans d'autres pays limitrophes, il y a un accord tacite entre les Iraniens et les Américains, ce qu'on appelle un condominium. La notion de condominium, vous connaissez la conférence de Yalta en 1944-45, entre Russes et Américains se sont partagés le monde. Il y a eu, entre Yalta et la chute de l'Union soviétique, un condominium américain, notamment, sur l'Europe.
ce qui ne les empêchait pas de se battre en Afrique ou en Asie. Avec l'Iran, il se passe la même chose. Il faut comprendre, c'est essentiel. D'accord. On n'a plus que on va aller rapidement avec Michel. Oui, je termine en un mot. Donc, il y a un accord avec les Américains sur l'Afghanistan et sur l'Irak. L'OTAN et les Américains ne se maintiennent en Afghanistan et en Irak que parce que les Iraniens les laissent là-bas. Voilà. Joli bon. D'accord. Alors, Mohamed Morsi, le président égyptien, et Bachar al-Assad ont rompu définitivement leur relation. Alors, les deux hommes, c'est notoire, ne s'apprécient pas. Mais selon vous, Luc Michel, qu'est-ce qui a changé entre 1958, où l'Égypte et la Syrie faisaient partie de la République arabe unie, et aujourd'hui? Ben écoutez, déjà à l'époque, ils ne se sont pas entendus parce que le nasserisme et le Baas syrien en particulier avaient trop de choses qui les séparaient. Et alors, vous devez savoir qu'à partir de l'arrivée au pouvoir de Anwar el-Sadat, le nasserisme a cessé d'exister. Il est resté un parti armé, non pas un parti État, mais un parti armé, qui s'est emparé de l'économie et de la vie politique et qui roulait pour le compte des Américains. Oui. Maintenant, Morsi, c'est l'évolution ultime de ce système. C'est un frère musulman. Et vous devez savoir, les frères musulmans, en fait, entre 1935 et 1945, étaient les protégés politiques du Troisième Reich. Donc, des nazis contre l'Union soviétique, leur centrale était à Munich, où se trouve encore actuellement la principale mosquée des frères musulmans. En 1945, comme tous les réseaux anticommunistes en Europe et ailleurs, ils ont été repris en main par les Américains. Depuis 1945, les frères musulmans, ce sont les meilleurs serviteurs de la politique américaine contre justement le nationalisme arabe. D'accord. Vous parlez de bassisme tout à l'heure, hein, on va aller au pas de course. Alors, la doctrine bassiste, on le sait, combine arabe et nationalisme arabe et socialisme pan-arabe. Quelle est la nuance, quelle est l'essence du parti Baas? Le Baas, en fait, est né, ce qui est peu connu, est né en France au milieu des années 30, avec deux intellectuels, Michel Aflaq et Salah El-Bitar, et un troisième philosophe qui les a précédés, ils sont tous les trois syriens, qui s'appelait Al-Ousri. Vous devez savoir, donc, Michel Aflaq est un chrétien orthodoxe, ce qui explique le rôle des minorités dès le départ. Ils ont ensuite créé un grand mouvement arabe. Ils sont influencés par la Révolution française, d'où l'importance de la vision laïque et séculière. Ils sont influencés par la République, la première République française, par Robespierre, et ils sont influencés par le socialisme, mais c'est un socialisme non marxiste. Le Baas va se développer en parallèle au nasserisme. Il va s'emparer du pouvoir une première fois en Irak en 1962, puis en 1968, et il va s'emparer en 1963 du pouvoir en Syrie. Le problème du Baas, c'est que c'est un mouvement extrêmement intellectuel. Sa structure, c'est la même chose que le parti bolchevique. C'est un parti révolutionnaire, centralisé, organisé. Mais les tendances idéologiques se cristallisent sur des hommes. Pour faire rapide, il y a la première génération, celle d'Aflaq et Bitar, qu'on appelle les orthodoxes. Une deuxième génération, c'est celle de jeunes officiers syriens qui, eux, sont plus à gauche, sont notamment athées pour une bonne part d'entre eux, et sont influencés par la révolution chinoise. Ils veulent une révolution culturelle, une socialisation à peu près totale. C'est eux qui s'emparent du pouvoir en Syrie, avec les orthodoxes. En 1966, la direction orthodoxe du Baas est arrêtée et expulsée de Syrie, et arrive au pouvoir ce qu'on appelle le néo-Baas. L'un de ses chefs, c'est le général Hafez el-Assad, qui très vite se sépare. Beaucoup d'entre eux sont alouites et druzes. Et en 1970, Hafez el-Assad renverse les autres officiers et crée ce qu'on appelle le mouvement de rectification, c'est-à-dire qu'il revient à la vue fondamentale du Baas, mais
Pour lui, le centre du bassisme est la Syrie, et en 1968, les bassistes irakiens, avec la direction orthodoxe et Saddam Hussein, se sont emparés du pouvoir en Irak, et pour eux, c'est l'Irak qui doit devenir le centre. Arrive donc une rivalité qui débouche sur des coups d'État, des tentatives. Il y a un parti basse irakien clandestin en Syrie, un parti basse syrien clandestin en Irak. Il y a une internationale bassiste dans tous les autres pays arabes, mais il y en a deux. Il y en a une d'obédience irakienne, une d'obédience syrienne. C'est la grande division des communistes entre Moscou et Pékin qui se réalise. Ils vont se réconcilier uniquement lorsque l'Irak est au bout. Il y a une réconciliation à partir de 1999 jusque la chute de Bagdad. Le journal Jeune Afrique dira que c'est la réconciliation sur un champ de ruines. Oui. Oui, alors rapidement, quelle est la différence entre, en termes d'idéologie et de pratique, entre le parti basse des origines, c'est-à-dire celui de Michel Aflaq, Salah, celui irakien, et oui, l'Irakien en fait. La différence idéologique, elle n'est pas énorme. Simplement, pour les Irakiens, on les appelle les nationalistes parce que pour eux, ce qui est plus important, c'est la constitution du base dans tous les pays arabes. Et pour les Syriens, on les appelle régionalistes parce que pour eux, c'est la construction du bassisme en Syrie. Mais derrière ça, il y a principalement des oppositions de personnes. Vous devez savoir que la vieille guerre a recommencé maintenant. Il y a toujours un parti basse irakien clandestin qui est la principale force de la résistance actuellement en Irak. Ils ont des forces armées, c'est un phénomène dont on ne parle plus, mais Saddam Hussein, avant la chute de Bagdad, avait préparé tout ça. Mais ils sont fondamentalement anti-iraniens, puisque l'Iran participe avec les États-Unis à l'occupation de l'Irak. Les Syriens, eux, sont géopolitiquement alliés à l'Iran, et donc, depuis maintenant le début des événements de Syrie, les deux partis basses sont de nouveau ennemis. C'est tragique. On peut parler d'une histoire tragique. Alors, on sait que certains leaders arabes comme Kadhafi, comme le FLN se déclarent du nasserisme et d'autres comme Bachar el-Assad et Saddam Hussein sont des bassistes. Sont des bassistes, oui. Alors, quelle est la différence entre le nasserisme et le bassisme en termes idéologiques? Qu'est-ce qui les oppose? C'est très simple, c'est-à-dire que le nasserisme, en fait, est un mouvement moins organisé et qui se base sur des personnalités. Personnalités Nasser, puis Kadhafi, puisque vous savez que Nasser avait désigné Kadhafi comme son successeur. Tandis que le base donne la priorité à un parti politique centralisé de type bolchevique, même s'il n'est pas communiste. Vous savez que ce qu'on appelle un parti léniniste, un parti centralisé, structuré, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, ni dans la Libye de Kadhafi que j'ai bien connue, ni dans le nasserisme. Ça, c'est la grande différence. Et alors, le Baas est beaucoup plus étatiste et socialiste. Et ils ne pouvaient pas s'entendre entre eux, parce que justement, le nasserisme était un mouvement plus romantique et littéraire, et le Baas est un mouvement idéologique. De type quasi européen. Là, moi j'ai des livres de congrès du parti Baas, un européen n'a pas une ligne à changer. J'ai des livres du nasserisme, c'est plus de la littérature arabe. D'accord. Luc Michel, on profite de votre présence sur notre plateau pour faire une incursion rapide sur l'Iran. Hassan Rouhani, réformateur modéré, a été élu à la présidence iranienne. Va-t-il brider, selon vous, le processus de nucléarisation entrepris par son prédécesseur Ahmadinejad? Écoutez, on est de nouveau dans ce que j'appelle les éléments de langage des médias de l'OTAN. Le candidat n'est pas plus modéré que les autres. Il a été, vous devez savoir que il faut savoir les fonctions qu'il a occupées.
Il a été le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale pendant 16 ans. C'est un des fondateurs de l'association du clergé combattant, c'est l'élite de la République islamique, et il est encore actuellement le représentant du guide suprême Khamenei à ce Conseil suprême de sécurité nationale. Vous devez savoir qu'il faut comprendre les institutions et le régime de la République islamique. Ça n'a rien à voir avec une démocratie de type occidental. Ça en a les formes, parce que dans le monde moderne, c'est très difficile de ne pas les avoir. Kadhafi a essayé, vous avez vu le sort qui lui a été réservé, mais ça ne représente pas la même chose. En fait, c'est un système que certains ont appelé une molacratie. Il y a un guide suprême qui est l'ayatollah, qui arrange le président de la République, n'a pas rang sur l'ayatollah. Le guide suprême se réserve l'armée, la défense, la question du nucléaire. Il est le seul appel des éléments institutionnels en matière électorale. Donc c'est lui le patron. Il s'appuie, il y a à côté de ça une république, il y a un parlement. Dans ce parlement ne sont représentés que des partis qui sont d'accord avec le système islamique. Vous avez pu voir que la majorité des candidats, on a retenu 6 candidats sur 378 à cette élection-ci. La plupart sont des membres du clergé chiite. Le régime, à côté de ça, il y a une république, il y a une armée, il y a des institutions, mais derrière le guide suprême, il y a une seconde armée, ce sont les fameux Pasdaran, les gardiens de la Révolution, qui contrôlent les services secrets, qui ont une armée aussi bien équipée que l'armée nationale, et qui contrôlent de très larges secteurs de l'économie. L'élection ici de Rouhani ne va rien changer. Sur le plan de la Syrie... Comment expliquez-vous? Oui. On va en parler, hein. On aura une dernière minute sur ça. Comment expliquez-vous? Nous avons encore un bon quart d'heure. D'accord. Comment expliquez-vous la validation des candidatures de Akbar Hashemi Rafsanjani, le chef de file des réformateurs libéraux, ex-président de 1989 à 1997, et celle de Esfandiar Rahim Machaer, proche de Ahmadinejad, que les observateurs donnaient pour favoriser? Deux choses. Donc, en ce qui concerne les candidats dits réformateurs ou libéraux, ils ont été clairement éliminés. Moi, j'ai parlé d'une élection verrouillée sous contrôle. Le clan Ahmadinejad, vous devez savoir que depuis 5 ans, il est en opposition sur de nombreux points avec justement le guide suprême. Ahmadinejad a été attaqué brutalement au Parlement. Plusieurs de ses proches font l'objet de poursuites judiciaires. Et une dernière chose, le candidat qu'il avait présenté, il représente, si vous voulez, une fraction ultranationaliste au sein des formations islamiques. Donc les mollahs ici, qui sont dans une situation difficile, qui doivent négocier avec l'Occident, qui subissent la principale donnée pour l'Iran actuellement, c'est l'embargo. L'embargo est en train de détruire l'économie iranienne, il détruit la monnaie et il crée du mécontentement. Vous savez qu'aux dernières élections, il y a eu des émeutes. Les Américains, qui n'ont pas de cadeau, ont profité pour essayer de lancer une révolution de couleur, qu'on appelait la révolution verte. Et donc ici, tout a été organisé, je pense, pour que l'élection ne pose pas problème. La population est contente. Ahmadinejad est sur la touche. Maintenant, on verra comment il va rebondir ou pas. Et alors, écoutez, les radicaux n'ont pas à se plaindre du nouveau président, puisque c'est l'un des leurs. Regardez sa tenue. Maintenant, je vais vous dire que, parlons franchement, ça ne se passe pas différemment dans les démocraties occidentales. On manipule l'opinion publique, on manipule les élections, on manipule les circonscriptions. C'est comme ça. C'est ça le parlementarisme. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est que l'Iran, évidemment, est dans un challenge qui est le fait de devenir une puissance nucléaire. Et je vous dis tout de suite que, malgré tout ce qui m'oppose à la politique iranienne dans certains pays, moi je considère que l'Iran a le droit, comme tous les pays du monde, d'accéder au nucléaire civil et militaire.
Je ne vois pas pourquoi Israël aurait droit à une puissance nucléaire quasi clandestine mais reconnue et pas les autres. D'accord. On risque de tomber dans ce que vous appelez des effets des médias de l'OTAN. Peut-on dire dans l'élection de Hassan Rouhani au rejet par le peuple iranien de l'extrémisme de Ahmadinejad par rapport au dossier nucléaire par exemple et par rapport aux libertés individuelles à l'intérieur du pays? Mais ça c'est réel. Vous savez, il y a une population qui a envie de vivre, qui est moderne. Internet est arrivé là-bas. Il faut avoir parfois la curiosité d'aller sur tous les forums, etc. Il y a énormément de jeunes Iraniens et Iraniennes. Il y a une chape de plomb sur la société. Une société ne tient pas longtemps comme ça. Écoutez, je vais vous dire franchement, c'est les problèmes que vont rencontrer tous les pouvoirs islamistes installés par les Américains au pouvoir. C'est déjà le cas en Tunisie, ça sera le cas rapidement à mon avis en Égypte. C'est la raison aussi pour laquelle les Syriens n'en veulent pas évidemment, qui eux ont une société libre, pluraliste, moderne. Luc Michel, dans quelle mesure est-ce que Oui, Jolibo, j'avais juste une sous-question pour Luc Michel, Jolibo, si vous me permettez. Luc Michel, dans quelle mesure l'élection de Rouhani n'est pas en quelque sorte une espèce de tournant, de nouvelle attitude vis-à-vis des États-Unis de la part des Iraniens, puisqu'il a clairement indiqué qu'il était très favorable au retour à un dialogue direct avec les États-Unis? Écoutez, le dialogue n'a jamais été totalement ininterrompu et il a toujours existé aussi bien dans l'administration américaine, notamment des gens comme Brzezinski par exemple, qui a été un des conseillers de la première présidence d'Obama. Il y a toujours eu une franche administration américaine et de l'administration iranienne en faveur d'un dialogue. Ce dialogue, il est réel, il existe clandestinement sur l'Afghanistan, il existe sur l'Irak. L'Irak, c'est quoi? C'est un pays où il y a des bases américaines, le pétrole est sous contrôle américain, mais la totalité du gouvernement et de l'armée est aux mains des Iraniens. Et d'un parti qu'on appelle le FCRII, le Suprême Conseil de la Révolution Islamique en Irak, qui pendant la guerre Iran-Irak combattait du côté des Iraniens. Tout ça fait partie d'engagement. Ce qui fait désordre au milieu de tout ça, évidemment, c'est la Syrie. Mais vous savez que Soviétiques et Américains ont vécu la même chose. Ils se sont toujours entendus sur la division de l'Europe jusqu'à la fin, mais ils se battaient en Asie, ils se sont battus au Vietnam, ils se sont battus en Mozambique, en Angola et ailleurs. C'est ce qui se passe. Et je partage votre analyse que il y a une tendance pour le moment à organiser des négociations. Vous devez savoir que les Américains veulent aussi négocier avec les talibans et que les talibans ont pu se maintenir politiquement et militairement grâce à la neutralité iranienne. Donc, je pense que les deux administrations... Moi, j'ai toujours dit, vous savez que les médias, ce qu'on appelle les médias non mainstream, qui est un nom qui me fait assez rire personnellement, on a parlé de la guerre inévitable, vous avez suivi ça comme tout le monde. Oui. On parle depuis 3 ans, 4 ans que ça va être la guerre entre les Iraniens, les Américains, etc. Moi j'ai toujours dit l'inverse, j'ai dit il n'y aura pas de guerre, parce qu'ils ont des intérêts concomitants, parce que la Syrie ne débouchera pas sur une guerre généralisée, et donc on est dans une phase maintenant, je pense, comme vous venez bien de le dire, de négociation. Jolibo. Mais avec quelqu'un qui est un homme du sérail. Tout à fait. Croyez-vous que s'il était vraiment opposé au système, il représenterait le guide suprême Khamenei à la plus haute instance de sécurité du pays? Depuis 2004, je pense. Hein. Non, depuis 2004. Vous savez, en Iran, il n'y a pas de cadeau. Hein. Regardez Ahmadinejad. Ahmadinejad, il a voulu sortir du système, on l'a mis dehors. Jolibo. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure de mollacratie, hein, c'est-à-dire la démocratie des mollahs. Quelle est l'influence du guide suprême de la révolution, Ali Khamenei, dans la politique extérieure de l'Iran? Par exemple, la Syrie. C'est-à-dire que tous les secteurs essentiels de la politique internationale, iranienne et nationale sont aux mains du guide suprême.
Voilà, il reste le résiduel pour le reste du système. Donc évidemment, et alors il y a également derrière lui cet empire politico-sécuritaire, cet empire politico-économique que sont les passes d'Aran. Notamment la recherche nucléaire est aux mains des passes d'Aran. Okay. C'est eux les patrons. Après l'élection de Hassan Rouhani, Israël veut attendre de voir les chancelleries occidentales jubilent. Alors ce changement à la tête de l'État iranien peut-il avoir un impact quelconque dans la crise syrienne, notamment dans l'appui de l'Iran au Hezbollah? Non, dans la crise syrienne pas, parce que le maintien d'Assad au pouvoir est considéré par les Iraniens comme une cause nationale prioritaire. C'est ainsi qu'ils l'expriment. Ça a été exprimé comme cela par le guide suprême. C'est exprimé. Ils ne peuvent pas non plus lâcher le Hezbollah, parce que le Hezbollah est la projection de la puissance régionale iranienne sur le monde arabe. Donc, au niveau de la Syrie, ça ne changera rien. Strictement rien. Là, ça risque de changer. Maintenant, il y a un facteur, il faut être complet, il y a une variable, comme on dit en mathématiques, en probabilité, une variable aléatoire, ce sont les Israéliens. Vous savez que la politique israélienne échappe souvent à la politique américaine. Donc, il n'est pas... Ce qui est possible, c'est une aventure israélienne ou un fait accompli. Mais j'y crois de moins en moins. J'y crois de moins en moins. Maintenant, c'est là le rôle, on revient au rôle central de la Syrie. Une Syrie éclatée, avec un pouvoir bassiste détruit, avec une fragmentation sur la minorité religieuse, ouvrirait évidemment la porte pour l'Iran à un voisin israélien quasi à ses portes. D'où le fait qu'il considère que c'est une cause nationale prioritaire. Joli beau. D'accord, Luc Michel, on va faire une autre petite incursion en Turquie, voisine de la Syrie. On sait que la place Taksim a été en ébullition ces derniers temps. Des manifestants ont demandé le départ de Recep Tayyip Erdogan. Selon vous, est-ce que l'AKP est en train de s'essouffler? Ou alors est-ce que... L'AKP s'est essoufflé. L'AKP, en fait, vous devez comprendre quelque chose. Il y a deux Turquies. Il y a la Turquie des villes, qui vit à l'européenne, aller à Antalya, ou aller à Istanbul, ou aller à Ankara, vous allez voir des Européens, ce qui sont pour moi déjà politiquement, mais il y a la Turquie des campagnes. La Turquie des campagnes, elle vit encore comme dans le temps passé. C'est la base sociale de l'AKP. C'est une formation très puissante. Derrière elle, il y a ce qu'on appelle des confréries. C'est l'équivalent turc des frères musulmans. Ce sont des gens qui se sont habitués à 50 années de clandestinité sous Atatürk et puis sous le régime militaire. Et donc, c'est un système puissant. L'essoufflement du régime d'Erdogan, il faut parler de régime. On dit régime d'Assad, il y a régime d'Erdogan. Il est dû à quoi? C'est que Erdogan mène une politique d'islamisation rampante. C'est-à-dire que coup de canif par coup de canif, on détruit la constitution kémaliste et les institutions du kémalisme. On a réautorisé les écoles religieuses, on a des choses qui vous semblent ridicules, interdit la vente d'alcool, Turkish Airlines ne sert plus de vin sur ses vols. C'est une série de petites choses qui vont de plus en plus loin. Il y a une répression importante sur laquelle l'Europe ferme les yeux. Il y a, c'est ce qu'on appelle le fameux projet Ergenekon. Qu'est-ce que c'est Ergenekon? C'est un faux complot monté par le régime d'Erdogan pour arrêter des journalistes, des hommes politiques et surtout les cadres les plus influents de l'armée qui pouvaient s'opposer à lui. Le problème d'Erdogan maintenant, il résulte en partie de la crise syrienne. Il y a ce que les Américains appellent un blowback, c'est-à-dire que le fait que la Syrie d'Assad se soit maintenue, la question des millions de Syriens en Turquie qui commencent à poser de sérieux problèmes sociaux, et alors ce qu'Erdogan n'avait pas prévu, il y a la question kurde que vous avez oubliée. Les Kurdes qui sont à cheval entre la Syrie, l'Irak et la Turquie, les Kurdes syriens ont toujours été aidés par le régime bassiste, ils ont bénéficié d'une certaine autonomie.
À un moment donné, ils ont été tentés l'année passée à s'entendre avec l'ASL pour prendre leur indépendance. Sont arrivés les djihadistes, et pour les djihadistes, les Turcs sont des gens à exterminer. Ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des Arabes. Il y a la reprise de combat à la frontière, on attaque les villages kurdes. Damas a réagi intelligemment, n'ayant pas la possibilité de se maintenir là-bas, il a accordé une autonomie, il a laissé se créer des milices kurdes d'autodéfense qui sont une armée, on leur a donné le contrôle de certaines municipalités, et maintenant la guerre est ouverte entre non seulement les djihadistes, mais l'armée turque. Il y avait ce matin une déclaration du PKK syrien, donc qui est la grande formation qui domine pour le moment la région kurde. Eux dénoncent la participation de l'artillerie et de blindés turcs à l'assaut des djihadistes, et on sait, nous n'avons pas eu le temps de parler des djihadistes européens, mais toutes les filières d'arrivée des djihadistes, elles passent par la Turquie. Moi j'ai pu aller rencontrer des djihadistes la semaine précédente en Syrie, européens. Nous avons été les premiers à le faire, nous les avons interrogés les yeux dans les yeux. Nous avons constaté qu'ils n'étaient pas maltraités non plus, parce que pour nous c'est important. Tous nous ont expliqué les filières par la Turquie. La Turquie les a laissés passer. Donc maintenant, Erdogan a le retour de cela. Et alors, je n'exclus pas évidemment que la Syrie ne soit intervenue underground dans certains des événements. Il y a eu notamment une grande manifestation des Alouites. Vous savez qu'il y a aussi des Alouites turcs. Il y a eu une grande manifestation des Alouites la semaine passée, plus de 10 000 personnes à Istanbul et à Ankara, et on criait I love Bachar, Erdogan dégage, en français. Oui. Voilà. Voilà. Alors après ces deux incursions très importantes, puisque ayant une influence directe sur la crise en Syrie, je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, Luc Michel et Jolibaud, les 5 dernières minutes qui nous restent, à conclure un petit peu sur la Syrie, voir un petit peu quelques perspectives. J'ai une première question pour vous, Luc Michel. On sait que depuis le mois de mai, on tente de recréer un Genève 2, c'est-à-dire une espèce de conférence internationale sur la Syrie. En même temps, John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui laisse penser que on s'éloigne de la solution politique à la crise syrienne. Deux questions. Si Genève 2 voit le jour, est-ce qu'on n'a pas à craindre que le rapprochement russe et américain, en s'entendant au moins sur un gouvernement d'union, se fasse au détriment de la personne même de Bachar al-Assad. Autrement dit, on pourrait laisser le système en place, mais sans Bachar al-Assad. Écoutez, c'est très simple. Le système ne tient que par Bachar el-Assad. Ça, c'est l'avis de tous les Syriens, mais des Russes aussi. Je pense que les Occidentaux ne veulent pas de Genève 2, justement parce que Bachar el-Assad étant en train de l'emporter militairement, ils savent qu'ils vont devoir discuter avec. Fabius appelle quasi ouvertement au boycott de Genève 2. Donc il faut dire les choses clairement. Je pense que les Occidentaux n'en veulent pas. Et je pense qu'un Genève 2 sans Bachar n'a aucune chance de se faire. Les Russes ne sont pas fous. C'est pas parce qu'on se rencontre pour se dire, pour rester sur les mêmes positions. Je voudrais terminer sur une chose. Ce qui est tragique dans tout ça, on n'a pas parlé des Européens. Oui, les Européens, Français, Britanniques, Belges, qu'est-ce qu'ils font dans toute cette affaire? Ils sont en train de participer à une guerre qui est menée selon les termes du grand géopolitologue allemand Jordis von Neusen. C'est un des plus grands géopolitologues européens. Il parle de guerre contre la grande Europe. Ce qui est en train d'être mené en Syrie, dans le Caucase, ce qui a été mené en Libye, ce sont des guerres contre les intérêts de la grande Europe, dont font partie aussi bien l'Union européenne que la Russie. Nos politiciens ont l'impression encore des acteurs de l'histoire et ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont plus que des domestiques. Ce sont des domestiques arrogants, ce sont des domestiques qui n'ont pas grand-chose à dire et qui font le sale travail. Tout ça
serait risible s'il n'y avait pas un prix à payer. Et moi, je trouve ce prix intolérable. C'est le sang de tous ces jeunes Européens que l'on fait mourir en Afghanistan, en Syrie, puisqu'il y a des forces spéciales, au Mali, en Libye, en Centrafrique, en n'oubliant pas une chose qui est importante, c'est que actuellement on fait mourir des jeunes Européens au Mali ou en Afghanistan contre des djihadistes que l'on a soutenus en Libye et que l'on soutient en Syrie. C'est cynique. C'est imbécile, c'est insupportable, et je pense qu'un jour, il faudra demander des comptes en justice. En 1945, les politiciens européens qui avaient collaboré avec le Troisième Reich nazi sont tous passés en haute cour. Certains ont été fusillés, d'autres ont été emprisonnés. Je pense qu'un jour, il faudra une haute cour pour les politiciens de l'OTAN et de l'Union européenne. Voilà, j'avais une dernière réflexion à vous faire partager. En fait, je voudrais avoir un petit peu votre opinion là-dessus. C'est une conclusion tirée de François Brousseau du journal Le Devoir, un journal qui paraît ici au Québec. Vous connaissez bien Le Devoir. Donc, sur son titre Contre-révolution syrienne, Monsieur Brousseau, François Brousseau, qui dit pour autant, n'allez pas croire ceux qui racontent que la guerre de Syrie, c'est l'Empire et l'OTAN, avec quelques sombres agents du Golfe, déchaînés contre le courageux dirigeant anti-impérialiste. Ici, comme ailleurs dans le monde, le supposé Empire est tétanisé, de plus en plus largué et ne joue qu'un rôle secondaire, un rôle de troisième ou quatrième ordre. Contrairement à l'adversaire russe et iranien, il a résolument les pieds sur les freins, connaît les effets pervers des interventions militaires, prétend toujours croire à la diplomatie et ne sait plus à quel sein se vouer devant cette région sursaturée de haine et de violence. Pendant ce temps, le massacre des Syriens continue. Ça va un petit peu dans le sens contraire. Écoutez, il y a un de mes confrères américains qui est un politologue, il a inventé pour les journalistes des médias de l'OTAN le terme de prestitute. Donc, prostitute en anglais, prestitute, on est au milieu de ça. Ce que vous venez de me lire, c'est contraire à la réalité, c'est contraire au terrain. S'il n'y avait pas l'encadrement, l'argent, les armes et les domestiques des Américains et des Occidentaux à tous les niveaux, moi je vous parle franchement, Bachar el-Assad aurait repris depuis longtemps le contrôle de la totalité du pays. Moi je ne suis pas un complotiste, vous savez, oui. Je ne crois pas aux théories du complot, etc., mais il y a un programme, il y a des moyens, il y a notamment 2 livres qui existent dans la collection Pocket, ce sont les rapports de la CIA, c'est la prospection des instituts de recherche américains de géostratégie et de géopolitique pour les 30 dernières années. Dans l'édition 2004, qui s'appelle Scénario pour la première moitié du XXIe siècle, vous trouverez ce qui a été réalisé ensuite en Libye, en Syrie, etc. Il faut être réaliste. Toute cette soi-disant opposition, regardez qui la compose, regardez où elle se réunit. Elle n'existe que parce que les Occidentaux le veulent bien. Ce sont des marionnettes. Regardez la Libye, regardez les régimes mis en place, regardez ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Et avec du personnel politique, c'est ce que le Canadien n'a pas très bien compris. Avec du personnel, ce que j'appelle du personnel politique, ce sont des officiers, des politiciens, etc. Avec du personnel politique qui est aux mains des Américains depuis 20, 30, 35 ans. Dans un éditorial, j'ai expliqué les agents de la CIA officiels qui étaient au pouvoir en Libye et en Syrie, c'est toutes les têtes dirigeantes. Voilà, il y a une prostitution intellectuelle au sein des médias de l'OTAN, mais on en revient à ma réflexion de conclusion. On a également fait passer en haute cour en 1945 des tas de journalistes qui avaient collaboré. Il y a une collaboration, particulièrement en Europe, au Canada, etc., avec l'establishment politico-militaire américain. C'est clair et net, il ne faut pas avoir peur de le dire, et ça explique cette unanimité de la presse et le fait qu'il n'y a jamais de débat. Vous ne me verrez jamais sur une chaîne de télévision, française ou belge. Jamais.
Voilà, donc c'est sur ce dernier mot, ce mot de la fin de Luc Michel, je rappelle leader et fondateur des Syria Committees. Nous avons eu l'opportunité, la chance de l'avoir en entrevue pour vous, auditeurs de Cameroon Voice, parce qu'il était justement de retour il y a encore quelques jours de Syrie. Alors vous pourrez lire sur notre site un petit peu tout ce qu'il a fait durant son voyage, avec qui il a participé durant ce voyage. Luc Michel, merci infiniment donc d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Je ne sais pas si Jolibou a un dernier mot. C'est moi qui vous remercie et surtout pour cet espace de liberté qu'est votre radio. Je vous dis à bientôt et continuez. Merci. Alors, Jolibou, un dernier mot comme ça, complet, hein, c'est complet comme émission, c'est complet comme information, très intéressante surtout. Oui, une émission très très intéressante, des informations surtout très précieuses de quelqu'un qui a été touché du doigt des réalités. Alors ce qui ressort majoritairement de cette émission est que les médias occidentaux nous donnent l'information qui les arrange et la position de Luc Michel, la posture ou l'attitude de Luc Michel correspond un peu à notre ligne éditoriale. Nous qui voulons être en dehors, qui ne voulons pas nous aligner à ce que les médias occidentaux disent, nous qui voulons une information directe, qui voulons proposer une information alternative. Je crois que nos auditeurs ont été comblés par cette interview, par ces informations de première main, et on a vu avec elle Evans, Luc Michel, de l'Égypte à la Guinée, je veux dire de l'Égypte à la Syrie, en passant par l'Iran et la Turquie. Bon, ben, je suis heureux que nous sans oublier la Somalie. Nombreux. Nous continuerons de faire autant d'efforts pour leur apporter la meilleure information, pour rester à leur service, comme nous l'avons fait depuis que nous travaillons avec eux. Merci alors, Christian, et bonsoir, à la prochaine. Alors, quant à moi, je tiens à te remercier, Jolibou, chers auditeurs, le travail de profondeur que Jolibou Koubé a fait pour que cette entrevue voit le jour. Alors, merci Jolibou et à la prochaine certainement. Merci Blaise. Voilà, merci Blaise à la technique. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous durant presque plus que 2 heures. Donc Christian Moussampa et à très bientôt.